Salut, bienvenue sur la chaîne de Cap. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais répondre à l'argument qui dit il faut écouter les concernés quand on parle de prostitution. Tu peux être sûr quand il y a un débat sur le sujet, dans les 5 premières minutes, il y a quelqu'un qui dit oui, il faut écouter les concernés, et évidemment on parle de celles qui disent se prostituer par choix, qui disent que la prostitution ça peut être un beau métier, blablabla, blablabla. Alors déjà avant toute chose, je voudrais rappeler que ce discours-là il est minoritaire et que c'est loin de représenter l'immense majorité des personnes en situation de prostitution qui, pour 90% d'entre elles, disent qu'elles vivent les choses comme un enfer et comme des viols à répétition et qui veulent en sortir. Donc ça, hein, c'est la première chose. Et puis ensuite, oui, d'accord, je suis d'accord, il y a des femmes qui disent le faire par choix. Ben tu sais quoi? C'était mon cas en fait. Et ça tombe bien parce que je vais pouvoir t'expliquer pourquoi je disais à l'époque que la prostitution, moi aussi je l'avais choisie et que ça allait très très bien dans ma vie. Déjà tu peux rien comprendre à la question de la prostitution si tu connais pas les mécanismes de stress post-traumatique qui se mettent en place quand tu subis un viol. C'est la chose la plus importante à comprendre quand tu t'intéresses à cette question. Donc je t'invite à aller voir sur le site de Muriel Salmona qui a fait un très très gros travail de vulgarisation pour permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu vis un truc violent. Et donc ça c'est la première des explications que je peux fournir, c'est que quand tu subis de façon répétée des relations sexuelles sans aucun désir et qui sont contraintes par l'argent que tu viens chercher, en fait ton cerveau et ton corps se déconnectent et toi tu vis les choses. Enfin moi à l'époque, voilà, les clients me passaient dessus et moi j'étais dans un coin de la pièce et j'attendais que les choses se passent et j'étais complètement dissociée et déconnectée de moi-même. En fait ce qui se passe dans ton cerveau, c'est que quand tu vis une situation de stress intense ou une situation où ta vie est en danger, où ton corps te dit que ta vie est en danger, ton cerveau sécrète du cortisol et de l'adrénaline et si ça a dépassé un certain taux, en fait tu pourrais pour simplifier en mourir quoi. Tu pourrais faire une overdose et ne pas supporter cette surdose. Pour éviter que ça arrive, en fait ton cerveau disjoncte et ça crée cette dissociation où t'es complètement anesthésié quoi. Tu ressens plus rien, ni la peur ni la douleur. T'es juste anesthésié complètement psychiquement et même physiquement. Et après ce qui se passe c'est que tu peux être amené à répéter donc des conduites dissociatives où tu vas aller rechercher vraiment cet état où t'es déconnecté de ton corps et de ton esprit. Donc tu vas volontairement vers des situations violentes mais en fait c'est inconsciemment c'est pour rester anesthésié quoi, parce que dans cet état là ça va, t'es bien, tu ressens pas les choses, c'est une fois que ça se réveille que c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de sortir de la prostitution, parce que c'est seulement quand t'en es sorti que t'es en sécurité et que tu arrêtes de provoquer encore et encore ce mécanisme là que tu peux prendre la mesure de ce qui t'est arrivé, quoi, que le stress post-traumatique se réveille, et alors là, à ce moment-là, c'est le cauchemar, c'est les flashbacks, c'est les cauchemars, c'est les images qui reviennent comme ça tout le temps, c'est les sensations dégueulasses dans le corps, c'est les envies de se suicider, et là, c'est plus compliqué à gérer, ouais. Parce que moi, je suis pas tombée comme ça du jour au lendemain dans la prostitution, hein. Déjà, j'étais violée quand j'étais petite. Donc déjà ce truc de séparation entre le corps et l'esprit, il était déjà très très net chez moi. Et puis forcément derrière j'ai trouvé du réconfort là où je l'ai trouvé, donc je suis tombée très jeune dans la drogue. Et donc du coup j'ai commencé à évoluer dans un monde où les hommes de toute façon à 13 ou 14 ans, hein, si tu leur donnais pas ce qu'ils voulaient, ils le prenaient quand même. Donc si je pouvais obtenir quelque chose en échange, pourquoi pas? Je voyais pas tellement le problème, puisque j'ai vécu déjà plusieurs violences qui ont créé cette séparation entre mon corps et mon esprit. Donc derrière c'était assez facile pour moi, j'avais pas le sentiment que ça me coûtait grand chose sur le moment de le faire contre quelque chose en retour, je voyais pas la différence. Après ouais, t'as la drogue et l'alcool, hein. Ça c'est une constante chez quasiment toutes les prostituées que j'ai fréquentées ou les survivantes que je fréquente aujourd'hui. On s'est toutes servi de l'alcool et de la drogue pour supporter ce qu'on vivait quoi. Donc du coup
Moi j'avais l'étiquette toxico hein, sur le front, je voyais pas du tout, j'avais pendant un moment même pas envie d'arrêter. Et puis voilà, enfin c'était un cercle vicieux quoi. Il me fallait de la drogue pour supporter ce que je vivais dans la prostitution, et il fallait que je me prostitue pour payer ma drogue quoi. Donc j'avais le sentiment et d'être coincée, et puis que c'était de ma faute. Donc je me disais ben tais-toi et assume. De toute façon tu vas fréquenter ces hommes-là, tu sais qu'ils sont dangereux, tu sais qu'ils sont violents, t'es pas naïve ma fille. Donc ben du coup voilà, hein, assume, c'est tout. Puis à qui je serais allée me plaindre de toute façon. Puis voilà, toujours cette peur d'être une victime, quoi, parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est pire que tout, quoi, que c'est la pire des dévalorisations possibles de dire on est une victime. On est dans un monde où on doit survivre, quoi, donc on doit être forte, donc on doit aussi se construire une image de femme forte, quoi. Et ça permet de lutter contre la stigmatisation, parce que oui, la stigmatisation, évidemment, elle existe, la stigmatisation des personnes prostituées. Mais par contre, c'est pas les personnes qui dénoncent la violence de la prostitution qui stigmatisent les prostituées. Ce sont les clients, les jeunes, les gens, les hommes en général, la société dans son ensemble. Il y a toujours cette idée qu'il y a les femmes respectables qu'il faut protéger d'une part, et puis de l'autre, il y a les prostituées qui sont vraiment au bas de l'échelle et qui sont là pour ça de toute façon, quoi. C'est comme cette espèce d'argument à la con qui dit que la prostitution éviterait les viols. En fait, c'est juste qu'il y a une catégorie de femmes respectables pour les protéger, elles, des pulsions des hommes. Ben, il y en a qui sont juste là pour ça, quoi. Et ça, c'est les putes. Donc ouais, je me suis raccrochée à cette espèce d'image de femme libre et forte et indépendante que je me suis construite, hein, qui n'était pas du tout la réalité, parce que derrière, j'avais bel et bien un Mac derrière le dos, et que c'était un mec dangereux et qui m'en faisait voir de toutes les couleurs. Mais derrière, quand je sortais dans la rue, il fallait que je puisse donner le change, quoi, parce que la violence c'était mon quotidien et qu'il fallait que je trouve une manière d'y échapper d'une manière ou d'une autre. Donc il y avait toujours un peu cette ambivalence en moi, quoi. D'un côté, j'étais plus ou moins consciente de ce que je vivais, même si j'étais complètement déconnectée par toutes les techniques que j'ai expliquées plus tôt. Et puis de l'autre, ben j'y croyais, quoi. Je m'inventais une. Ça s'appelle le déni, en fait, hein, tout simplement. Après, faut comprendre aussi que la violence, j'avais presque connu que ça, quoi, en fait. Donc je banalisais, enfin ce que je vivais était totalement banal en fait. Toutes les filles de mon entourage vivaient la même chose. La violence, j'avais connu ça depuis que je suis petite. Les hommes, je m'en faisais une telle image, c'était horrible. Hein. Moi, je me félicitais en fait de pas tomber dans le panneau et de pas espérer une belle histoire d'amour avec l'un de ces mecs là qui venait me payer pour m'étrangler en me sodomisant. Et je plaignais les femmes qui étaient avec ces hommes-là et qui y croyaient. Donc je me sentais un petit peu au-dessus des autres, quoi. Je me disais, moi, je suis moins naïve, au moins je tombe pas dans le panneau. Et voilà, et je pouvais pas imaginer que y avait autre chose en fait. Et la première fois que j'ai été respectée par un homme, en fait là ça a été super violent quoi, parce que c'est venu chambouler mon cadre de référence en fait. Je me suis dit à ce moment-là, ah ouais c'est peut-être pas forcément normal en fait, le comportement que tous les autres ont eu avant lui quoi. Et en fait les mecs ils se rendent compte quand t'as pas envie d'eux. Ils le savent, ils le sentent quoi. Donc quand ils viennent pour t'imposer leur truc... ils savent la violence qu'ils t'infligent en vrai, quoi. Voilà, donc quand je suis sortie de tout ça, en fait, ça a été un très long parcours pour déconstruire tous les trucs que j'avais mis en place pour me protéger et puis pour voir les choses sous un nouvel angle, quoi. Donc déjà, il a fallu que j'arrête la drogue, ça a été très très long. Il a fallu que je réapprenne tout, que je réapprenne à vivre, quoi, du début de A à Z. À me lever le matin, à manger normalement, à me laver, à avoir des relations avec les gens qui soient à peu près normales. Et voilà, le plus dur, ça a été ça, quoi. Ça a été de revoir point par point ce que j'avais vécu, de faire face au syndrome de stress post-traumatique, à la mémoire traumatique qui se réactivait en permanence, aux crises d'angoisse, aux cauchemars, aux trucs, et puis admettre que non, tout ce que j'avais vécu jusque-là, c'était de la violence. Mais moi je comprends hein, les personnes qui sont dedans et qui ne peuvent pas accepter ça et qui trouvent ça très très violent qu'on leur dise que ce qu'elles vivent c'est de la violence. Je le comprends parfaitement. Moi, ce qui m'a permis de m'en sortir, voilà, c'est qu'on m'a donné un endroit où je pouvais loger et être en sécurité sans qu'on exige rien de moi en retour. On m'a donné des solutions pour arrêter la drogue et puis je suis tombée sur des gens qui m'ont respectée en fait, qui m'ont écoutée, qui m'ont juste voilà laissé parler.
et qui ont respecté mon rythme. Et puis j'ai entendu témoigner des survivantes comme Laurence Noël ou Rosen Ischer, et là je me suis reconnue mais point par point dans tout ce qu'elle disait, et ça a été un moment très très fort. Et voilà, et après j'ai enchaîné sur des années de thérapie, quoi, et petit à petit j'ai pu vraiment reprendre pied avec la réalité et accepter les choses comme elles se sont produites, tout simplement lever le voile sur tous les viols, toutes les agressions, les coups, les menaces, les insultes, les brûlures de cigarettes sur la peau, enfin voilà, je vous en passe, je vous en dirai peut-être plus tard. Voilà, du coup maintenant tu peux comprendre pourquoi ça me rend malade quand j'essaye de débattre sur la prostitution avec quelqu'un et qu'on me dit « Ah mais il faut écouter les concernés ». Voilà, ça me fait vraiment très très chier. Parce que je sais très bien pourquoi elles disent ce qu'elles disent. Je n'en voudrais jamais, jamais à une personne qui est dans la prostitution de tenir ce discours-là parce que ça a à voir avec la survie. Par contre, tous ceux qui relayent autour, je sais pas, juste posez-vous les bonnes questions, quoi. Essayez de vous imaginer à la place de ces personnes, et puis réfléchissez plus loin, quoi, parce que y a aussi le discours des survivantes là, ok, je vous ai parlé de mon histoire, mais en fait, on est toutes passées par ces étapes-là, quoi, quasiment, que toutes les femmes que je fréquente aujourd'hui, avec lesquelles je me suis reconstruite, elles ont vécu les choses de la même manière. Et puis rappelez-vous aussi que celles qui peuvent parler à l'heure actuelle, c'est une petite minorité, que l'immense majorité des personnes prostituées, elles ne peuvent pas parler parce qu'elles ont littéralement un couteau sous la gorge. Puis même les survivantes, c'est difficile de parler, hein. Moi, mes amis, quand j'ai commencé à leur parler de cette chaîne YouTube, ils m'ont dit « Ouais, mais fais attention à toi quand même ». Oui, je sais très bien que le danger, je le connais bien, hein. Je sais ce qui se passe quand tu dis la vérité sur la prostitution. Moi, je me suis fait tabasser le 8 mars en manif féministe parce que j'osais manifester pour dénoncer la violence que subissent les personnes en situation de prostitution et les meurtres dont elles sont victimes. Et donc je connais cette violence, le harcèlement, les menaces, voilà. Je sais de quoi sont capables les gens qui soutiennent le proxénétisme. Mais malgré tout, je prends le risque parce que je crois que c'est super important de parler pour celles qui ne peuvent pas le faire, pour celles qui essayent d'en sortir, qui cherchent à comprendre ce par quoi elles sont passées, et puis pour celles qui seraient tentées d'y aller parce que elles ont toujours vu une image super glamour du truc. Donc non, il faut dire la vérité sur cette question-là, quoi. Et puis je terminerai par dire que si t'es une femme, si t'es une fille, t'es concernée par la question de la prostitution. Parce qu'on est toutes prostituables, parce qu'on a toutes été traitées de putes à un moment donné, parce que ça nous arrive régulièrement quand on est une femme et qu'on se promène dans la rue, qu'on nous demande c'est combien, parce que dans une société où on considère que le désir des femmes peut se vendre, peut être acheté, où le consentement peut être remplacé par de l'argent, en fait c'est qu'il vaut pas grand chose. Donc la prostitution, ça a un impact sur nos vies sexuelles, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et toutes les femmes devraient se sentir concernées par cette question-là. Donc ça veut rien dire écouter les concernés. Voilà, j'espère que vous aurez au moins compris ça en m'écoutant, et je vous dis à la prochaine. Salut! Ils t'ont chopé, frappé!